monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, après le Mercosur et l'Amérique du Sud, c'est à l'Ukraine que l'hyperclasse européenne entend brader les agriculteurs français et européens. YouTube, outil de censure, et si c'était du passé, la firme fait profil bas et s'excuse auprès du nouveau maître de la Maison-Blanche, notamment sur la période Covid. Et enfin, retour sur la condamnation historique de Nicolas Sarkozy avec un éclairage de maître Régis de Castelnau. Un nouveau contrat d'association avec l'Ukraine est à l'étude au Parlement européen et il menace de nouveau les agriculteurs français et européens. Explication Édouard Chano. C'est un accord hautement inflammable qui se prépare en toute discrétion dans les couloirs de Bruxelles. Les produits agricoles venus d'Ukraine avaient déjà poussé les agriculteurs européens à la révolte à l'hiver 2023. Or, une réunion s'est tenue le 24 septembre au Parlement européen pour étudier le nouveau contrat d'association avec Kiev. L'objectif, mettre en place un système d'importation considérable via des quotas annuels. Selon Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, l'accord serait équilibré et permettrait à l'Ukraine de poursuivre ses opportunités commerciales tout en tenant compte des intérêts des agriculteurs européens. Une affirmation qui scandalise le député RN Gilles Penel qui a suivi le dossier au Parlement. La Commission européenne vient de prendre une décision qui est selon moi dramatique, qu'on appelle un contrat d'association, c'est-à-dire qu'elle fixe des quantités de produits importés agricoles d'Ukraine tous les ans. On ne les renégociera même pas. Moi, je considère que la Commission européenne se comporte déjà comme si l'Ukraine était dans l'Union européenne. Alors, ça concerne 3 produits essentiellement, qui sont des produits sensibles, le sucre. Je vais vous donner un chiffre. Avant la guerre, on importait 20 000 tonnes de sucre d'Ukraine. À partir de maintenant, on va en importer 100 000 tonnes par an. C'est-à-dire que la filière betterave française et européenne va mourir. D'autant plus que le Mercosur, s'il est adopté, prévoit 180 000 tonnes d'importation de sucre. Deuxième, on en a plus parlé dans l'actualité, les volailles. On importait 90 000 tonnes de volailles avant la guerre. On va maintenant en importer tous les ans 120 000 tonnes. Et quelle volaille? De la volaille de très petite qualité. 80% de celle-ci étaient détenues par un milliardaire ukrainien, un oligarque, qui vivait à Malte, qui est coté en bourse de Londres et qui fait travailler en Ukraine des salariés dans ces immenses élevages de volailles avec un salaire de 165 euros. 165 euros, c'est le salaire minimum en Ukraine. Et puis, il y a bien évidemment les céréales. On libéralise l'entrée de céréales ukrainiennes en très grande quantité. Au nom de la solidarité avec l'Ukraine, on est en train de détruire des pans entiers de l'agriculture française. J'ai rencontré énormément d'agriculteurs et d'éleveurs ces temps-ci. Ils sont très inquiets sur le Mercosur, mais ils considèrent que ce qu'on fait avec l'Ukraine, c'est pire. À l'heure actuelle, la France est le premier producteur de sucre de betterave au sein de l'Union, avec 4 millions de tonnes annuelles. La filière emploie 15 000 personnes sur 400 000 hectares. L'Hexagone produit aussi environ 2 millions de tonnes de volailles. Des secteurs qui pourraient être aisément déstabilisés. En 2022, l'UE avait tout libéralisé, profitant de la guerre en Ukraine. En effet, tous les droits de douane sur les produits agricoles avaient été suspendus pour soutenir Kiev et faciliter ses exportations vers l'UE. Une aide indirecte s'ajoutant bien sûr aux 170 milliards d'euros versés à l'Ukraine depuis cette date et aux sanctions visant la Russie et son gaz, pourtant indispensables pour les exploitations européennes. Subissant une fronde intense des agriculteurs, notamment français, polonais et hongrois, qui dénonçaient la concurrence ukrainienne déloyale, la Commission a revu sa copie et cédé en 2023, réimposant les quotas définis en 2016. Aujourd'hui, Bruxelles s'enorgueillit d'une amélioration de la prévisibilité des flux commerciaux et de l'intégration économique globale de l'Ukraine. Selon la Commission, les quotas de bœufs, de moutons et de porcs seraient inchangés, celui du blé serait augmenté de manière limitée, ceux du lait en poudre ou encore de l'avoine et de l'orge s'aligneraient sur les niveaux d'importation des années précédentes. Mais déjà en juillet dernier, selon le média Toute l'Europe, la Commission prévenait que l'Union européenne ouvrirait davantage son marché aux produits ukrainiens qu'avant la guerre. Et ce, alors même que l'alignement progressif de l'Ukraine aux normes de l'UE, notamment sur le bien-être animal, l'utilisation de pesticides ou les médicaments vétérinaires, n'est prévu que pour 2028. Et même si des clauses de sauvegarde sont envisagées en cas de déstabilisation du marché, tout cela n'annonce rien de bon pour les agriculteurs, selon Gilles Penel. Moi, je n'y crois absolument pas. Alors, elle le dit aussi pour le Mercosur. Dans la réalité, nous n'aurons aucun moyen de contrôle parce que là, vous abordez un problème grave, c'est que dans la réalité, nous ne sommes incapables de contrôler comment ont été produits ces volailles, ces betteraves, ces céréales, avec des produits phytosanitaires interdits
en France et dans l'Union européenne, avec des antibiotiques, des hormones de croissance interdits dans l'Union européenne. C'est une fuite en avant extrêmement grave. Bien évidemment, l'agenda de la Commission européenne, c'est de faire adhérer l'Ukraine à l'Union européenne dans un processus accéléré, ce qui serait une véritable catastrophe. La Commission européenne annonce déjà une baisse future de la PAC de 24% sur le budget global. Si l'Ukraine rentrait dans l'Union européenne, elle capterait plus d'argent que la France sur les crédits PAC. C'est-à-dire que si on additionne la baisse du budget de la PAC plus ce que prendrait l'Ukraine, en fin de compte, c'est la fin des aides PAC. La Commission européenne se comporte, et c'est ça qui est assez original et inquiétant, comme si l'Ukraine était déjà dans l'Union européenne, vous voyez, parce que bien évidemment, ces importations sont sans droit de douane, afin de finalement de dire un jour, vous voyez, elle peut y rentrer maintenant sans aucun problème, puisque de toute façon, tous les quotas ont été explosés. On est en train de tuer des pans entiers de notre agriculture, tout ça pour des contreparties, où on exportera des produits industriels, bien évidemment, des voitures allemandes, des machines-outils allemands. L'été dernier, l'Organisation des syndicats d'agriculteurs européens, la COPA-Sogeca, avait exhorté la Commission à rendre publics tous les détails de cet accord dès que possible. Cet automne, leur médiatisation pourrait faire l'effet d'une bombe. YouTube plaide coupable et s'excuse auprès de l'administration Trump d'avoir été un organe de censure durant le mandat de Joe Biden, l'occasion pour la firme de tacler les règlements de l'UE. Nicolas de Lamberterie. Étape par étape, l'administration Trump est en train de remettre au pas les réseaux sociaux en les contraignant à rétablir une liberté d'expression qui avait été très lourdement cadenassée durant le Covid et durant le mandat de Joe Biden. Qu'il semble loin, alors qu'il est pourtant si proche de nous. Le temps où, début 2021, Donald Trump se voyait bannir de tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., en raison de sa contestation des résultats électoraux de l'élection présidentielle de novembre 2020. En parallèle de cela, les GAFAM, ou géants du web en français, menaient une véritable purge des contenus en ligne, en censurant sans vergogne les contenus critiques des politiques Covid et tout contenu incitant à contrevenir aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Toute critique des politiques Covid et même de l'efficacité des vaccins était donc susceptible de se voir censurée. Cette censure frappait également le monde entier, et donc pas uniquement les États-Unis, et dépassait largement les frontières de l'Internet. Et on se souviendra de cette séquence médiatique ubuesque sur le plateau de CNews, lorsque Geoffroy Lejeune affirmait en 2024 que tous savaient l'inefficacité des vaccins sur la transmission du Covid, mais qu'on ne pouvait pas le dire. Le tout pendant que les autres invités sur le plateau restaient silencieux ou regardaient leurs chaussures en attendant que passe ce mauvais moment. D'ailleurs, peu de médias, et on pourrait presque les comprendre, ont relayé avec grand bruit les aveux d'une responsable de Pfizer en audition au Parlement européen, lorsque cette dernière a reconnu publiquement, devant les eurodéputés, que les vaccins Covid de Pfizer n'avaient pas eu le temps d'être testés pour évaluer leur capacité à réduire la transmission du Covid. Et désormais, YouTube reconnaît officiellement avoir agi en censeur sous la pression directe de l'administration de Joe Biden. Non seulement sur le Covid, mais aussi sur le sujet des élections de 2020 ou encore les affaires relatives à Hunter Biden, le fils du 46e président américain. Durant la présidence Biden, les forces conservatrices américaines sont toutefois parvenues à trouver la parade. Trump privilégiant l'utilisation de son propre réseau social, Truth Social, et par ailleurs Elon Musk rachetant Twitter, libérant de nouveau la parole sur cette plateforme. Et maintenant que le vent a tourné, y compris dans une partie du monde des nouvelles technologies, voilà que YouTube fait amende honorable sous la contrainte, affirmant défendre la liberté d'expression et évoquant le premier amendement de la Constitution américaine. En clair, ce que l'administration Trump est en train d'obtenir, ce n'est pas une contre-censure qui serait le parallèle de ce qui avait cours sous l'administration Biden, mais le rétablissement radical de la liberté d'expression et la fin de la censure ayant une motivation politique. Mais si aux États-Unis, un véritable vent de liberté se remet à souffler, de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, une censure de plus en plus implacable se met en place. Et dans le courrier que YouTube a adressé au député républicain Jim Jordan, on note une critique assez lourde émise à l'encontre des réglementations européennes.
Ces réglementations, notamment le DSA, Digital Services Act, ou Règlement sur les services numériques en français, ont pour effet de voir se mettre en place un véritable eurogoulag de l'information, avec des censures inédites, mais aussi des commissaires politiques joliment qualifiés de signaleurs de confiance, c'est-à-dire chargés de dénoncer tous les contenus idéologiquement incorrects. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en audition à l'Assemblée nationale française en juin dernier, un responsable de YouTube expliquait que même lorsqu'un contenu ne pouvait être supprimé en vertu des législations existantes, il était tout simplement invisibilisé s'il était idéologiquement déviant. Dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez qu'on a 2 grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme. Et parfois, on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc, dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. On le fait de manière transparente. Vous savez que de toute façon, le DSA, le règlement sur les services numériques, nous oblige à le faire à chaque fois que c'est mis en œuvre. Et on n'hésite pas à le faire lorsque c'est nécessaire. En clair, alors que les États-Unis prennent le chemin d'une liberté retrouvée, l'Europe prend le chemin d'un autoritarisme soviétoïde, libéral et woke, sous prétexte tantôt de faire face à Trump, tantôt de faire face à la Russie de Poutine, ou même plus vicieux encore, sous prétexte mensonger de protéger les enfants, comme avec le projet de Chat Control. Mais il n'est pas certain que cette dérive autoritaire en Europe dérange outre mesure aux États-Unis, puisque le coup d'État permanent de Bruxelles sur les États membres de l'Union européenne permet d'avoir un seul interlocuteur, docile, pour ensuite imposer des accords tout à fait désavantageux au continent tout entier. En clair, si les Européens ne brisent pas leur chaîne eux-mêmes, personne ne devrait a priori venir à leur secours pour le faire à leur place. Et si jamais ils n'y parvenaient pas, comme le dit l'adage latin, vae victis. Un ancien président de la République derrière les barreaux. La condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison ferme soulève de nombreuses questions. Explication, Renaud de Bourleuf. C'est Nicolas qui paye, y compris devant les tribunaux. Jeudi, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme, à 100 000 € d'amende et à la privation des droits civils et civiques pour association de malfaiteurs, une première pour un ancien chef d'État sous la Ve République. Concrètement, il est accusé d'avoir noué en 2005 un pacte de corruption avec le chef d'État libyen Mouammar Kadhafi pour que ce dernier finance la campagne présidentielle de 2007. Malgré l'absence de preuves formelles, 10 ans d'enquête ont permis de rassembler un faisceau d'indices. Notons que Nicolas Sarkozy est relaxé pour les accusations de recel de détournement de fonds publics, corruption passive et financement illégal de campagne électorale. Un dernier point qui suscite des questions, si le tribunal ne considère pas que la campagne électorale de Nicolas Sarkozy a été financée illégalement, pourquoi une condamnation ? Réponse, Nicolas Sarkozy aurait laissé ses proches collaborateurs et soutiens politiques solliciter les autorités libyennes en vue d'obtenir le financement de sa campagne. C'est en ce sens qu'ils ont été jugés coupables d'association de malfaiteurs, lui et 2 de ses proches devenus ses ministres, Claude Guéant et Brice Hortefeux, condamnés respectivement à 6 et 2 ans de prison. Claude Guéant a aussi été reconnu coupable de corruption passive et de faux. Mais plusieurs questions se posent, notamment quant au profil de la présidente du tribunal, Nathalie Gavarino, ancienne représentante de l'Union syndicale des magistrats, avait organisé en 2011 une manifestation contre Nicolas Sarkozy, alors président. Ce dernier a accusé les magistrats de négligence dans le suivi des multirécidivistes. De quoi se demander pourquoi elle ne s'est pas récusée pour garantir l'impartialité du tribunal. Mais c'est tout le fonctionnement de l'appareil judiciaire qui est ici remis en question. Rappelons que c'est cette même Nathalie Gavarino qui a aussi jugé François Fillon, qui a relaxé François Bayrou en considérant qu'elle ne pouvait pas le condamner sur le seul fondement d'une hypothèse. Or, c'est bien sur une hypothèse, sans preuve matérielle, que la juge a condamné Nicolas Sarkozy. L'avocat Régis de Castelnau revient sur cette décision judiciaire
évoquant d'abord la question de la culpabilité de Nicolas Sarkozy. Alors si on peut dire un mot de la soi-disant culpabilité de Nicolas Sarkozy, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune preuve, c'est une procédure qui a été forgée et au cours de laquelle il y a eu de multiples violations de la loi française, allant jusqu'à y compris à des tentatives de subornation de témoins faites par des magistrats. Mais c'est clairement la fin de 20 ans de vendetta. Il y a eu de multiples procédures, et ils ont finalement trouvé un prétexte, dans une procédure pleine de trous, un prétexte pour finir de l'humilier et l'envoyer en prison. Bien sûr, c'est un acte directement politique, mais qui est très grave, parce que la justice prend ses habitudes désormais. Elle prend ses habitudes, elle se vit comme un pouvoir politique, elle règle ses comptes avec un has-been politique, parce que Nicolas Sarkozy ne représente plus rien aujourd'hui, elle continue à s'acharner sur lui, ce qui est au bout d'un moment une diversion. C'est une diversion parce que ça évite de parler de l'affaire Alstom, où il ne se passe rien, des affaires McKinsey, où il ne se passe rien, du fonds Marianne, où il ne se passe rien. Ça permet d'oublier que Emmanuel Macron, qui représente 15 à 16% aujourd'hui d'opinion favorable, a été porté au pouvoir par la même magistrature. C'est-à-dire que le coup d'État de 2017 qui amène Emmanuel Macron au pouvoir, c'est la même chose que cette vendetta qui a trouvé son accomplissement hier avec l'envoi de Nicolas Sarkozy en prison. Pendant ce temps, Emmanuel Macron et son propre clan sont bien épargnés, y compris Richard Ferrand qui siège à la tête du Conseil constitutionnel, sommet de l'ordre juridique français, malgré ses propres affaires passées qui n'ont jamais été jugées sous prétexte de prescription. Difficile de ne pas penser à un appareil judiciaire qui frappe plus facilement sur sa droite que sur sa gauche, ou plus exactement son centre-gauche. Effectivement, cette magistrature, qui est essentiellement composée de membres de la petite bourgeoisie urbaine, partage un certain nombre d'opinions et d'idéologies dites que vous qualifiez, à juste titre d'ailleurs à mon avis, de centre-gauche. Mais quand il s'agit de taper sur Jean-Luc Mélenchon, rappelez-vous les perquisitions, rappelez-vous tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Il a été condamné quand il avait dit « la République c'est moi ». Mais non, il s'agit, et d'ailleurs le jugement d'inéligibilité de Marine Le Pen, c'est la même chose. Effectivement, actuellement, pour des raisons politiques évidentes, on tape plutôt de ce côté-là. Mais Emmanuel Macron n'a rien à craindre. L'affaire Alstom, au mois de Olivier Sériex, j'avais eu pardon, pas Olivier Sériex, Olivier Marlex. Non, je pensais à quelqu'un d'autre, excusez-moi. J'avais eu le chiffre de 600 millions d'euros qui avait été évaporé. Il y a toute la campagne électorale, il y a McKinsey, il y a effectivement, et vous avez cité Richard Ferrand, prescription heureuse tout d'un coup. Il y a Alexis Collère. Alexis Collère refuse de venir témoigner devant l'Assemblée nationale. C'est une infraction pénale. L'Assemblée nationale transmet. Et à ce moment-là, le parquet dit « Ah non, circuler, il n'y a rien à voir ». Il aurait dû y aller. Mais non, il s'en dispense. Il y a toutes les affaires qui le concernent aussi. Tout ça traîne, tout ça est masqué. Et pendant ce temps-là, effectivement, on fait des opérations de diversion vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. La condamnation prononcée jeudi n'est qu'une étape dans un feuilleton démarré plus tôt. En effet, en 2023, Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme pour corruption et trafic d'influence. Il s'agissait de l'affaire des écoutes, précisément liée à l'affaire Kadhafi. Son année de prison a été aménagée sous bracelet électronique. C'était déjà une première pour un ancien président de la République. Mais il ne le rapportait que 3 mois. En raison de son âge, il a bénéficié d'une libération conditionnelle avant la moitié de sa peine. Et le feuilleton judiciaire n'est pas fini. D'abord, concernant l'affaire des écoutes, si son pourvoi en cassation a été rejeté, la Cour européenne des droits de l'homme doit se prononcer dans les prochains mois sur un recours. Ensuite, le 8 octobre prochain, la Cour de cassation doit se prononcer sur une autre condamnation de Nicolas Sarkozy à de la prison ferme, celle de l'affaire Big Malion. En mars 2024, il a été condamné par la Cour d'appel de Paris à 1 an de prison, dont 6 mois ferme sous bracelet électronique, pour financement illégal de campagne, en l'occurrence la présidentielle de 2012. Enfin, un autre procès pourrait intervenir dans les prochains mois. En octobre 2023, Nicolas Sarkozy a été mis en examen dans une enquête sur de possibles manœuvres frauduleuses pour tenter d'être disculpé dans l'affaire du procès sur la campagne de 2007.
encore une affaire dans l'affaire. L'ancien président est soupçonné d'avoir laissé faire une opération appelée « Sauver Sarko » par l'un des autres mis en cause. Elle aurait consisté à payer pour obtenir en 2020 la rétractation du principal accusateur de Nicolas Sarkozy, Ziad Takieddine. Cet intermédiaire de nationalité franco-libanaise vient de mourir à 2 jours du jugement dans le procès libyen. Il aurait déclaré avoir remis des valises d'argent libyen et l'équivalent de 6 millions d'euros en billets libyens a été retrouvé sur des comptes lui appartenant. Le dossier a été remis au parquet national financier, mais l'affaire n'a pas encore été jugée. Autant d'affaires que le grand public ignore ou pour lesquelles il montre peu d'intérêt. Alors que de nombreux Français, y compris d'anciens électeurs de Nicolas Sarkozy, ont reproché à l'ancien président le traité de Lisbonne piétinant la voix des Français exprimée par référendum, la suppression de postes de police et de gendarmerie, l'explosion migratoire provoquée par l'intervention militaire en Libye, la vente de 600 tonnes d'or de la France bradée, ou encore la complaisance à l'égard de la gauche avec la promotion de l'idéologie du genre dans les manuels scolaires, ainsi que la nomination de ministres de gauche et de socialistes au Conseil constitutionnel et même à la tête de la Cour des comptes. Mais Nicolas Sarkozy n'est pas jugé pour cela. C'est une caste politico-judiciaire qui décide qui est jugé et pourquoi. Effectivement, on fait des opérations de diversion vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, mais des opérations qui ne sont pas diversion. Le premier parti de France, qu'on le veuille ou non, s'appelle le Rassemblement national. Sa candidate a été disqualifiée par une décision juridictionnelle qui ressemble exactement à ce qui s'est passé en Roumanie. Donc la situation est vraiment grave dans le pays. Ce dévoiement de notre justice, qui se met, qu'on le veuille ou non, au service du pouvoir actuel, rappelons-nous la répression des Gilets jaunes, par exemple, la répression féroce des mouvements sociaux, ça procède exactement de la même chose, ça n'est pas séparable. Sarkozy, condamné dans des conditions rocambolesques par le tribunal correctionnel de Paris, c'est la même chose que la répression des Gilets jaunes ou le refus d'enquêter sur les 600 millions disparus d'Alstom. C'est la même chose. Et donc, on est dans une situation où un pouvoir ultra minoritaire est protégé par la magistrature. L'actualité en bref en France. Même les préfets finissent par l'admettre. À Marseille, le préfet Georges-François Leclerc a évoqué la surreprésentation des étrangers en situation irrégulière dans la délinquance, avec 65% des actes commis dans le centre-ville et 42% dans les Bouches-du-Rhône. Entre janvier et août 2025, 7111 individus ont été traités, soit 72% de plus qu'en 2024. La lutte contre l'immigration clandestine liée au trafic de drogue deviendrait officiellement prioritaire. Il convient de noter que les statistiques ne sont même pas ethniques ici, mais concernent les personnes de nationalité étrangère. Si des statistiques effectivement ethniques étaient mises en place, elles permettraient de mieux appréhender le paysage criminel à Marseille en intégrant une donnée scientifique, mais cela ne semble pas au programme. Après bloquons tout et les syndicats autour des agriculteurs. Ce vendredi à Versailles, des agriculteurs d'Île-de-France mobilisés par la FNSEA et jeunes agriculteurs se sont rassemblés place d'Armes avec leurs tracteurs pour manifester. Arnaud Rousseau, président de la très affairiste FNSEA, a averti que les agriculteurs pourraient reprendre les mobilisations cet hiver si leurs revendications ne sont pas entendues. Il appelle le Premier ministre Sébastien Lecornu à les recevoir et Emmanuel Macron à agir pour redonner un cap à l'agriculture française. La coordination rurale n'a pas participé à la mobilisation, mais entend maintenir la pression sur le gouvernement. Une mafia venue des Balkans. À Paris, un réseau familial bosnien d'exploitation d'enfants pickpocket est jugé à partir de ce vendredi devant le tribunal. Démantelé en juin 2023 par la brigade de protection des mineurs, ce clan dirigé par des pères comme Mehmet et Munevera H forçait des dizaines d'enfants, surtout des adolescents, à voler dans les lignes 1 et 9 du métro à Roissy ou Châtelet. Les chefs supervisant ces équipes collectaient jusqu'à 200 000 € mensuels pour financer Rolex, Porsche et autres stupéfiants. Les mères formaient, elles, les novices. Les filles étaient achetées pour 5 000 € comme dot. Ce trafic a provoqué des guerres de territoire parfois mortelles avec leurs rivaux roumains. 12 des 31 enfants placés ont fugué immédiatement après le démantèlement du réseau. Drame patrimonial en Normandie. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un violent incendie a ravagé le château de Médavy, joyau du XVIIIe siècle situé dans l'Orne, près d'Argentan. Ce monument historique, érigé entre 1704 et 1725 par le maréchal Jacques-Léonard Roussel de Médavy, a vu son bâtiment principal détruit aux 2 tiers avec la toiture et l'étage supérieur d'une aile effondrée.
70 à 90 pompiers ont lutté contre les flammes, circonscrites en matinée, sauvant une partie du mobilier et des œuvres d'art précieuses comme des atlas et des globes anciens. Le propriétaire, Jean-Louis Charon, déplore la perte de la moitié des objets d'art, malgré les travaux de restauration menés depuis 2024. Classé monument historique depuis 1926 pour l'intérieur et 1989 pour les façades et toitures, cet incident représente une catastrophe pour le tourisme local. Une enquête judiciaire est en cours pour en déterminer les causes, tandis que le ministre de la Culture, Rachida Dati, promet un soutien étatique pour la restauration. L'actualité internationale en bref. Le ton monte entre Moscou et l'Occident. L'ambassadeur de Russie en France, Alexei Meskov, a averti que l'abattage d'un avion russe violant l'espace aérien de l'OTAN déclencherait la guerre. Niant les accusations d'intrusion russe, il affirme que des avions de l'OTAN violent régulièrement l'espace aérien russe sans être abattus. Ces déclarations interviennent après des incidents récents, notamment ceux qui seraient des survols russes en Pologne et en Estonie et des drones non identifiés perturbant des aéroports au Danemark et en Norvège. Si certains pays de l'OTAN prônent une ligne dure, d'autres, comme l'Allemagne et la France, appellent à la retenue pour éviter une escalade. La guerre commerciale se poursuit. Donald Trump a annoncé jeudi de nouvelles surtaxes douanières sur les importations aux États-Unis entrant en vigueur le 1er octobre. Une taxe de 100% frappe les produits pharmaceutiques de marque ou brevetés, sauf si les entreprises construisent des usines sur place. Cependant, les génériques, soit 90% du marché, sont épargnés et des laboratoires comme AstraZeneca ou GSK y échappent déjà. Les gros camions non américains écopent de 25%, ciblant ainsi l'Allemagne et le Mexique au nom de la sécurité nationale. Les meubles de cuisine et sanitaires subissent 50%, les canapés 30%, pour contrer une concurrence considérée comme injuste. Ces mesures, basées sur une autre loi que les précédentes pour éviter un recours judiciaire récent invalidant les taxes antérieures, visent à relocaliser les industries. D'autres secteurs comme la robotique pourraient suivre. Berlin se réarme. L'Allemagne prévoit d'investir 35 milliards d'euros d'ici 2030 dans la défense spatiale pour contrer les capacités militaires de la Russie et de la Chine. Et c'est ce qu'a annoncé son ministre de la Défense, Boris Pistorius. Cet investissement vise à protéger les systèmes satellitaires, développer des moyens de transport spatial et créer des capacités offensives pour dissuader toute menace. Face à l'accélération de la militarisation de l'espace par Moscou et Pékin, Berlin cherche à renforcer sa position au sein de l'OTAN et à devenir un pilier du réarmement européen, dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques croissantes. L'Allemagne toujours avec plus d'armes donc, mais moins de Bosch. Bosch, géant mondial de l'équipement automobile, annonce la suppression de 13 000 postes d'ici 2030 dans son département mobilité allemand, notamment autour de Stuttgart et Bulle. 7 300 emplois sont menacés. La crise automobile, marquée par une baisse de la demande en Europe, la lenteur de l'essor des véhicules électriques et la concurrence chinoise fragilise l'entreprise. Malgré des investissements massifs dans l'électrique et l'hydrogène, la rentabilité a chuté de 3,8% en 2024. Les syndicats, dont IG Metall, dénoncent un plan social historique et des erreurs stratégiques, réclamant également des protections contre la concurrence étrangère. L'usine de Rodez en France n'est pas directement concernée, mais reste vulnérable. Ce soir, tête à clash et pour le samedi politique, Élise Blaise reçoit le géopolitologue François Martin pour décrypter l'allocution du président américain lors de l'Assemblée générale de l'ONU entre revirement et provocation. Dimanche, terre de mission et lundi dès 7h, vous pourrez retrouver un zoom avec le sociologue Michel Fize qui propose de faire table rase de l'éducation nationale. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.